Nous prenons cette mise en bouche, comme on vous le disait en ouverture ce matin. Nous voulons savoir où est passé Issa Chiroma Bakary. Est-ce qu'il se porte bien? Il se trouve exactement à quel niveau en ce moment? Si l'on en croit la lettre d'information à Africa Intelligence, qui est une lettre d'information spécialisée sur l'Afrique, Monsieur Issa Chiroma Bakary serait à Yola, dans la Damawa State, c'est-à-dire l'état de la Damawa au Nigeria, qui est un état frontalier du Cameroun. C'est là où il se trouverait si l'on en croit cette lettre d'information. Mais qu'est-ce qu'il va chercher dans cet état du Nigeria? Cet état du Nigeria a des accointances sociologiques avec l'ensemble du Nord Cameroun, ce que nous appelons maintenant commodément le Grand Nord, et avec l'Adamawa camerounais. Il est également lié au Nord. C'est un état où se trouvent fortement implantés les communautés Hausa et Fulani, c'est-à-dire Peul. Est-ce qu'il faut être d'accord avec le billet hebdomadaire, la météo, que Issa Chiroma s'est enfui? S'il s'est retrouvé là-bas, plutôt qu'à Garoua où il s'était retranché, ça veut dire qu'il y a une volonté de se dégager de ce qui pouvait lui apparaître comme un étau. C'est peut-être cela que votre confrère appelle une fuite. Est-ce qu'il se sentait déjà en insécurité à Garoua? Vous savez, la situation qu'il a lui-même créée à l'issue de l'élection présidentielle, c'est un rapport de force avec la forme évidente d'un bras de fer, dont ça n'était certainement pas facile. Chantal Roger Tuile, Issa Chiroma Bakary, le président du FSNC, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle au Cameroun, a-t-il finalement jeté l'éponge? A-t-il démissionné de ce combat noble? A-t-il renoncé à défendre les ambitions politiques qui sont les siennes, à défendre l'idéologie qu'il pensait incarner? Je ne sais pas. J'ai lu la même information sur son installation, au moins provisoire, au Nigeria, parce qu'une autre information l'annonçait en Europe pour une prestation de serment en tant que chef de l'État élu du Cameroun. Donc, a-t-il jeté l'éponge? Je ne sais pas. Je suis resté très proche de lui. Pourquoi le cacher? Pendant les élections présidentielles. Vous étiez très proche de lui. J'étais alors... Nous cherchions, pour que je rétablisse un peu la chose, nous cherchions un candidat unique. Et il fallait quelqu'un qui a de l'argent. Et il en a? Je pense que 5 milliards étaient requis pour celui qui serait le candidat de l'opposition à cette élection. Issa Chiroma avait 5 milliards. La plupart des candidats les avaient, ces 5 milliards, je peux le dire d'autorité. Vous êtes sérieux? Bien sûr, nous La sommes... plupart des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun avaient 5 milliards. Que je vous explique. Ouais. Ceux de la faction qui était la mienne, celle donc qui était contre le parti au pouvoir, étaient allés dans une sorte de conclave. Et il fallait qu'il y ait un candidat qui se dégage de ce conclave, de ces négociations, appelons-les comme ça. Et au terme de ces négociations, il fallait trouver un candidat consensuel pour porter le combat de l'opposition. Alors il y avait de façon permanente 5 personnes qui revenaient, 5 candidats. Le président Aguerre Mouna, qui à la fin n'a pas présenté les garanties financières nécessaires. Ce n'est pas un secret de dire ici qu'il a essayé de vendre une clinique de son père et que sa sœur, Mme Amatoutou, s'est opposée. On attendait, je crois qu'il attendait également de l'argent. Oui, l'affaire est pendante chez le prophète du Fundi. Chantal Roger Tuile, finalement, Je vous donne l'information. c'était une affaire financière, ces candidatures au Non, non, je suis en train de vous expliquer comment cela s'est passé. Alors, il y avait donc M. Aguerre Mouna qui ne présentait pas ses garanties financières. Il a voulu vendre sa clinique. De son père. Il semble que c'est une clinique familiale. Et sa Madame sœur s'est opposée. Amatoutou s'est opposée et l'affaire est pendante chez le préfet du Fundi au moment où je vous parle. C'est une affaire officielle.
puis il y a eu le président, celui qui garantissait, qui avait pour nous les meilleures chances, le président Maurice Kamto, qui a connu le destin que chacun sait. Il y avait à côté de Maurice Kamto, la présidente Toumaïno, que j'ai également accompagné un moment, et il y avait Hilaire Zipan, et le président Tirouma Bakari, et le président Bello Bouba Maïgari. Vous parliez d'argent, oui, il fallait d'abord avoir cet argent, cette caution, et maintenant il fallait résumer des positions politiques qui rassemblaient les préoccupations de ces 5 formations phares. Ces formations, ces préoccupations politiques étaient le peuple. Il m'a semblé que vous avez annoncé un de ces points-là, le code électoral, l'élection présidentielle en elle-même et la Cour constitutionnelle, et enfin l'après-élection, c'est-à-dire un gouvernement, et la répartition éventuelle des postes de gouvernement dans un gouvernement consensuel. Donc c'était un peu ces différentes questions qui nous ont préoccupés avant l'élection présidentielle. Quelques candidats sont sortis du lot, le président Bello Bouba Maïgari, qui lui avait comme préoccupation la première qu'on ne peut pas faire une transition de 3 ans et exigeait 5 ans. Et quelques-uns lui ont dit que ce n'est plus une transition si on veut 5 ans. Vous voyez, on était en idéologie déjà là. Il m'a semblé que ça revenait permanemment, qu'il fallait revenir sur le push du 6 avril pour le président Bello Bouba Maïgari. Et ça n'a pas toujours recueilli l'assentiment de tout le groupe. Le président Issa Tirouma, qui lui disait qu'une transition durerait 3 ans, qu'il la prendrait et qu'au thème de la transition, on irait à de vraies élections présidentielles avec un code électoral recorrigé, une constitution relue, ainsi de suite. Il y avait Toumaïno Ndamjoya et beaucoup d'autres qui pensaient sans doute la même chose avec quelques nuances. On va chuter. Avec pour ce qui concerne Madame Ndamjoya, elle avait un penchant très prononcé pour la République fédérale, la forme de l'État qui serait la République fédérale du Cameroun. Donc le candidat qui est sorti après les déboires de M. Maurice Kamto, c'était le président Issa Tirouma Bakari, qui a résumé l'ensemble des aspirations de ce qu'on appelait les forces du changement pendant la dernière élection présidentielle. Je peux en parler, j'étais un peu le secrétaire des sessions quelquefois. Merci Chantal Roger. Valère Bessala, beaucoup l'annoncent donc au Nigeria. Beaucoup constatent également qu'il ne parle pratiquement plus. Nous parlons là de M. Issa Tirouma Bakari. Est-ce qu'il faut dire que c'est un recul et un silence stratégique? Bon, je ne sais pas si il faudra jouer aux devinettes ou au devin. Je crois que je vais plutôt m'appesantir à analyser la situation à partir de son début pour que chacun essaie de voir s'il est possible qu'il soit hors du Cameroun ou hors de Garoua. Je pense que c'est cela la problématique. Bon, de toutes les façons, pour moi, c'est un individu, il n'est pas important dans l'analyse du changement en tant que tel. Mais il faut déjà qu'on comprenne l'attitude de l'homme. Et pour mieux la comprendre, j'ai toujours l'habitude de le dire, les événements politiques, ou notamment les révolutions, se comprennent d'abord à 30% à partir du profil du candidat. À partir du profil du leader, puisqu'il s'agit du leader. Et à partir de son profil, on regarde aussi son parcours, on regarde aussi sa constance, non seulement dans le discours, mais aussi dans ses relations. Et je crois que quand on est parti de ces quelques éléments, il y en a plein pour analyser un leader dans un mouvement ou dans une révolution. Quand on part de là, on peut donc se poser légitimement la question que vous nous posez. Est-ce qu'il serait dehors ou il serait encore à l'intérieur? Alors, le profil d'abord nous renseigne que c'est un ancien... c'est un citoyen qui a été anciennement impliqué dans le push de 84. Ouais. Donc il a subi un certain nombre d'affres. Il a fait la prison, tout le monde le sait, on ne reviendra pas dessus. Et puis il s'est rallié au camp d'en face que nous tous nous combattons. Si on part de là, on se dit quand même une chose, c'est que le premier acte que le président pose en le greffant à Bello, et Bello
et en le ramenant au gouvernement après le putsch et la prison qu'il avait faite était déjà un acte symbolique, c'est-à-dire que le président voulait embrasser pour mieux les étouffer, c'est-à-dire tous ceux qui étaient des potentiels, opposants entre guillemets à son pouvoir, ceux qui étaient des contestataires de son autorité. Et Paul Biya, ceci de particulier, c'est qu'il n'aime pas tenir loin ses adversaires. Il aime toujours les garder près de lui. Parce que c'est une stratégie. Et après 1984, il était clair qu'il fallait éviter ce que les autres pays africains ont eu à faire comme erreur. C'est-à-dire que des contestataires ou des putschistes qui étaient sortis du territoire étaient allés aboyer hors du pays pour constituer encore des milices pour revenir au pays. On avait par exemple... qui mettaient les régimes très mal à l'aise. On a vu Bozizé, on a vu en Centrafrique, on a vu ailleurs. Donc je pars déjà de là pour qu'on comprenne que de deux choses l'une. Soit il est au Cameroun, et je crois qu'il est toujours au Cameroun, soit il est à l'extérieur, et peut-être que nos services de renseignement sont incompétents. Parce que si on dit qu'il est sorti du pays, ça veut dire que soit nos services de renseignement sont incompétents, soit il y a une certaine complicité de nos services de renseignement avec son mouvement. Est-ce qu'il était interdit de sortir du pays? C'est pas à moi de vous le dire. Je crois quand même qu'il a été empêché d'aller au Sénégal après sa sortie du gouvernement. Et je crois, si cela est toujours le cas, que son passeport lui a été retiré. Alors, si on reste sur ces quelques éléments, on peut bien comprendre que si on vous a refusé d'aller au Sénégal, alors même que les événements, vous n'aviez même pas encore engagé un mouvement de révolution comme celui-ci, c'est pas lorsque vous l'avez commencé qu'on va vous laisser sortir. Et maintenant, s'il est sorti, c'est là on peut soupçonner une complicité. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, pour moi, je suis dans la logique où il est toujours au Cameroun, parce que je doute fort que nos services de renseignement soient incompétents. Et le ministre de la Défense, dont je connais un peu les méthodes, je doute fort qu'il ait perdu l'œil sur cet élément. Je doute fort. Et puis, il y a aussi sur la révolution, telle qu'elle a été libellée, actée et réalisée. Alors, moi j'ai des doutes parce que si je ne suis pas... J'ai été approché par cette affaire, moi je leur ai dit... je ne peux pas y aller. Je ne peux pas être avec vous dans cette affaire. De plusieurs raisons. Entre autres raisons, c'est un monsieur qui ne m'inspire aucune confiance. Aucune confiance. Je ne peux pas aller dans un mouvement où un mec, je ne le connais pas. Et puis, le peu que je sache de lui n'a jamais rassuré personne. Donc, de deux, il y avait d'autres arguments. C'est que les gens que je voyais dans l'équipe, dont on me disait qu'ils font partie de l'équipe, j'ai dit, mais attention, c'est un attelage hétéroclite. Il vous inquiétait? Oui, c'est un attelage hétéroclite. De trois, je leur ai dit, j'ai appris une chose dans mon métier du commandement et puis dans la vie aussi, de ceux qui m'ont appelé au travail, c'est que n'entre jamais dans une affaire dont tu ne connais ni les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que si les gens viennent vous voir avec une affaire, ils disent entre. Vous ne savez pas d'où ils viennent, vous ne savez pas où ils vont, ou alors ils ne vous disent pas d'où ils viennent, ils ne vous disent pas où ils vont, alors c'est une affaire foireuse. C'est clair. Et de quatre, là j'abrège, c'est aussi un principe que je donne aussi à tous les jeunes qui nous regardent pour justifier ma position. C'est-à-dire que ne commence jamais un combat que tu n'es jamais sûr de gagner. Ça c'est aussi une pratique, une théorie de Sun Tzu. Donc, je leur ai dit, c'est comme ça ma philosophie. Et donc, si on rentre donc sur l'individu dont on parle, il a commencé déjà à montrer les signes de trahison et la trahison de son propre mouvement. Parce que le mouvement de révolution, il commence toujours comme ils ont commencé. Oui. C'est-à-dire qu'on commence par le bruit, il faut montrer le bras de fer, il faut montrer le muscle à l'adversaire. Ils ont commencé par les marches pacifiques, dites pacifiques, bon, qui ont vrillé en violence et casse et tout ce qu'on a vu. Les pillages. Mais le problème, c'est les villes mortes. Quand vous voyez les villes mortes telles qu'il a annoncé les villes mortes, logiquement, pour quelqu'un qui est dans une révolution normale et qui ne veut pas trahir, je dis bien qui ne veut pas, qui ne veut pas vouloir, entre guillemets, c'est justement de faire passer les villes mortes sur toute la semaine, y compris le 6 novembre. Regardez très bien qu'il place les villes mortes de lundi à mercredi. Et jeudi après. Et jeudi, il laisse le président sortir tranquillement pour aller prêter serment. Et là, vous le soupçonnez encore. Mais je parle d'indices et d'indicateurs. Parce que quand vous dites ville morte, ça veut dire que le président doit sortir et trouver un désert. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui applaudit au bord de la route. Vous comprenez? C'est-à-dire que les villes mortes devaient partir, au moins s'il parlait d'une semaine, de lundi à vendredi. Et maintenant, le silence dont vous parlez est révélateur encore.
Ça, c'est un peu subjectif, mais on aura peut-être la suite dans les jours qui arrivent d'une trahison. Pourquoi? Parce que je suis un peu les publications de ceux qui lui sont affiliés et je me rends compte qu'eux-mêmes, ils sont déconnectés. Ils apparaissent déconnectés de Issa Chiroma. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment des informations à chaud. En passant, son porte-parole a démissionné. Oui, ça c'est autre chose. Il n'y a plus des informations du genre, il est à tel endroit, il va dire ceci. Oh, ils ont annoncé, je crois hier, qu'il allait s'exprimer. Il ne s'est jamais exprimé. Il va s'exprimer dans quelques instants ou dans quelques minutes. Il ne s'est jamais exprimé. Alors j'ai comme l'impression qu'eux-mêmes, ils sont dans une petite boule, perdue. Et Issa Chiroma s'est complètement déconnecté d'eux. Stratégiquement, dans une révolution, lorsqu'un leader se déconnecte de ses lieutenants, il y a une double volonté. La première volonté, c'est de s'éloigner d'eux. C'est de s'éloigner d'eux. Ou la deuxième volonté, c'est de refaire son entourage ou son équipe. Et le soupçon que l'on peut avoir quand on est en retrait face à une telle attitude est justement celui de penser que certainement il aurait été retourné, il est dans un commencement de retournement par ses adversaires. Parce que je doute fort qu'il puisse être hors du territoire, parce que si vous me dites le Nigeria, j'aurais des difficultés à le croire, parce que le Nigeria a une relation assez complexe avec le Cameroun et qui partage énormément de douleurs et de souffrances, notamment avec Boko Haram, notamment aussi avec la 68-70, c'est-à-dire avec les Freedom Fighters dans la zone du nord-ouest, sud-ouest, dans l'état de Cross River. Et la révolution Ibo, Kaïdjo avait refusé sur notre terre parce que De Gaulle effectivement voulait faire du Cameroun une base arrière du soutien aux Ibo qui voulait acter une sécessionniste, acter le sécessionnisme face à l'État nigérian. Donc je crois que nous sommes dans cette logique là où le Nigeria trouverait des difficultés à admettre que Issa se retrouve chez lui. Le seul leader après dans le putsch de 84 qui a été au Nigeria, c'était Bello. C'était Bello qui avait été hébergé au Nigeria pendant longtemps et je crois que le président l'avait entretenu d'ailleurs, c'est son frère, avant d'aller en France. Aujourd'hui, on a eu Sissekou, le Nigeria a permis qu'on puisse aller chercher le leader de notre nord-ouest sud-ouest, du conflit nord-ouest sud-ouest au Nigeria, et on l'a ramené au Cameroun et on l'a jugé. Connu le cas donc, bien sûr, donc je crois que c'est vraiment difficile. Je refuse de croire que nos services de renseignement sont incompétents. Je crois que l'homme est là. Il est tapis et certainement il observe, il écoute, soit il refait ses équipes, soit il est en train de voir une tangente peut-être pour retrouver son équipe, l'équipe adverse pour laquelle il aurait travaillé pour cette élection présidentielle, ou alors tout simplement il est en train de revoir ses équipes pour pouvoir lancer la révolution pour qu'elle soit peut-être plus directe, plus violente et atteindre ses objectifs. Merci Valère.